Alors tout d'abord, je voulais simplement vous présenter notre invité. Vraiment, je suis très content et très fier, Jean-Philippe Lachaud, qui est directeur de recherche à l'INSERM. Alors vous irez découvrir sur sa page web ou les différents sites toute sa carrière académique. Sur TikTok aussi. Je crois pas. Du coup, vous pourrez voir qu'il a vraiment eu un parcours académique brillant. Mais ce qui est significatif, vous verrez dans son parcours, c'est assez rare chez les neuroscientifiques qui s'intéressent à l'apprentissage ou à l'enseignement, c'est qu'il, depuis beaucoup d'années, il essaye de faire des ponts et des liens entre, d'une part, tout son travail neuroscientifique avec les bases cérébrales de l'attention, le soubassement neurologique, en fonction de ce que ça nous apprend, et puis des lectures des autres articles scientifiques avec une vision intégrative, comment lui, il peut intégrer ses connaissances et donner des repères pour l'action, des bonnes pratiques à implémenter en classe dans un contexte scolaire raisonnable avec des enseignants. Et c'est assez rare chez les neuroscientifiques d'essayer de faire ce fameux pont entre d'une part des données scientifiques issues des neurosciences, qui intègrent la psychologie aussi, et des pratiques pédagogiques en classe. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce travail, et c'est exemplaire, et vous allez voir que du coup c'est des ponts qui sont très difficiles à construire, mais on peut y arriver. Et puis je te laisse tout de suite la parole. En tout cas, je suis très content que tu aies accepté et très fier que tu sois là. Merci Edouard, moi je suis très fier d'avoir été invité aussi. Je suis très honoré de te revoir. Sortez de cirage, on est bon. Et alors, je ne conseillerais pas de basculer, de faire comme j'ai fait, parce que c'est un peu se tirer une balle dans le pied en termes de publication scientifique, mais ça, c'est un autre sujet. Bonjour tout le monde. J'aurais pu venir en kayak parce que je suis donc sur le Rhône aussi, mais juste un peu plus en aval, à Lyon. Et effectivement, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était de profiter de ce petit créneau de temps pour témoigner en fait de cette expérience qui était d'essayer de traduire un petit peu ce qu'on savait sur l'attention et la concentration sous forme de pratique de classe. Le point de départ en fait c'est celui que vous connaissez, ce que certains ont qualifié de crise de l'attention, que moi je vois comme un décalage entre le système attentionnel, qui est un système de sélection, qui a évolué au fil des millénaires dans des environnements relativement simples, en termes de contexte physique, etc., de nombre de personnes avec lesquelles on interagissait, de nombre de stimuli auxquels on était confronté, de nombre de contextes dans lesquels on évoluait. Confrontation de ce système ancestral avec une réalité complètement différente, notamment numérique, parce qu'il y a une surabondance d'informations, etc. Donc on a un système qui est un petit peu débordé. Donc ça donne cette crise de l'attention qui se manifeste, alors qui est intéressante parce que c'est intéressant d'avoir toujours ce ressenti des enseignants. C'est-à-dire que systématiquement, un enseignant il va vous dire que il y a 10 ans, il pouvait montrer une vidéo de 10 minutes et que les enfants, dès qu'on montrait un film, ils étaient scotchés, et que maintenant, si elle dure plus de 30 secondes, c'est compliqué. J'ai tendance à faire confiance, même si ce n'est pas des données scientifiques, à ce type de ressenti quand ils s'accumulent, pour dire qu'il y a un problème. En tout cas, c'est clair qu'on ne peut plus faire avec notre attention telle qu'on a fait pendant toutes les générations avant, qu'il faut s'en occuper. Je ne suis pas le premier à le dire. Vous savez, il y a William James qui a une citation célèbre en 1890 qui disait en gros une éducation de l'attention, c'est-à-dire une éducation qui éduque cette capacité à ramener encore et encore de façon volontaire son attention sur une cible, en gros c'est ça l'idée, et avoir le contrôle de sa vie mentale finalement, ce serait un peu l'éducation par excellence. Mais le problème c'est qu'il s'est passé plus de 100 ans et il n'y a toujours pas réellement d'éducation de l'attention qui s'est développée. Je pense qu'il faut prendre très au sérieux la phrase de William James et la façon dont il présente l'éducation à l'attention. C'est un sujet sérieux, ambitieux aussi. Non seulement sérieux, mais également très ambitieux. C'est pas apprendre la lecture. Apprendre la lecture, en fait, c'est bien. On y passe beaucoup de temps déjà à l'école primaire, mais ça n'a rien à voir avec l'apprentissage de l'attention. Et souvent, moi, je suis confronté à des enseignants qui sont un petit peu en demande de trucs. C'est-à-dire qu'ils aimeraient quelques trucs et astuces pour que, dès lundi prochain, leur classe soit attentive. Et je leur explique qu'en fait, il faut avoir un réel respect pour l'attention et pour ce que c'est. C'est vraiment le contrôle qu'un individu a sur sa vie mentale. Donc, en fait, c'est plus une éducation tout au long de la vie. Pour ça, il faut une sorte de voie, il faut savoir comment avancer, mais ce n'est pas quelques trucs qu'on donne comme ça. Même si j'ai beaucoup de respect pour l'apprentissage de la lecture, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'en 3 heures, le problème soit réglé. Parce que voilà, c'est toujours un petit peu dur pour un enseignant qui a beaucoup de choses à faire de réaliser qu'en fait, il y a presque une nouvelle matière à apprendre avec plein d'heures à dégager.
Et en fait, la solution, c'est que c'est perdre du temps pour en gagner, mais ça, on verra ça après. Je vais vous parler plus particulièrement d'un programme qui s'appelle le programme ATOL, mais en fait, plus généralement de ce que peut être une éducation de l'attention. ATOL, c'est apprendre à être attentif, virgule, à l'école, la virgule signifiant qu'on utilise l'école pour apprendre à être attentif en général. Qui dit attention dit concentration, hein, rapidement, même s'il y a évidemment une différence entre les deux. Mais dans l'idée de concentration, quand on regarde vraiment ce que ça veut dire que d'être concentré, c'est une sorte de pendant, c'est le partenaire idéal de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, apprendre, c'est quoi? En fait, c'est transformer son cerveau, changer les connexions neuronales, etc., de façon à se munir d'un équipement qui va permettre d'être meilleur dans certaines circonstances, d'avoir de nouvelles compétences, de nouveaux skills, etc. Donc ça, on est sur du temps long. La concentration, en fait, c'est quand on se concentre sur une tâche, on utilise son cerveau tel qu'il est, avec ce qu'on a dans l'instant, et on le met dans la meilleure configuration possible pour être efficace pour ce qu'on a à faire. Si on voulait vraiment définir de façon simple la concentration, c'est ça. C'est-à-dire que concrètement, on va créer de la connectivité fonctionnelle entre régions cérébrales qui sont les bonnes, celles qui sont utiles pour la tâche, etc., etc. On va faire des réglages fins qui permettent d'être très bon dans ce qu'on fait à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que toute personne qui aime bien faire quelque chose, a intérêt à apprendre à se concentrer. Donc, cette demande, en fait, d'une éducation à l'attention et à la concentration, en fait, elle est venue de la motivation d'Atoll. C'est vraiment c'est des enseignants, quoi, au départ. C'est vraiment une demande. Au départ, c'était vraiment des conférences devant des enseignants, juste pour expliquer l'attention. Puis, ils viennent à la fin et ils posent timidement la question, qu'est-ce que vous avez à nous proposer en pratique, de façon concrète? Et là, vous avez le chercheur en neurosciences qui dit, moi, je ne sais pas, ce n'est pas mon métier. Moi, c'est la théorie de l'attention. Je ne peux pas vous dire comment faire en classe parce que je ne sais pas faire. Mais c'est un peu insatisfaisant. Et puis, en fait, surtout, les demandes s'accumulant. Je suis machin dans le Puy-de-Dôme, j'ai besoin d'eux, etc. Il est clair qu'il fallait, à un moment, construire un programme d'éducation de l'attention, surtout qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'offre sur ce point-là. Donc, Atoll est un programme qui a été co-construit. C'est vraiment un point de départ. On a une ANR au départ, donc un financement par l'Agence nationale de la recherche française, pour travailler avec 30 enseignants et pour concevoir le programme par un système d'essai-erreur. C'est-à-dire qu'on proposait une activité, il la testait, ça ne marche pas, ça c'est complètement hors sol. Il revenait vers le chercheur en disant, proposez-nous quelque chose de plus concret, de plus adaptable. Nous, on a une cage de cochon d'Inde, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc c'est vraiment la rencontre entre recherche et terrain qui était hyper intéressante. Et avec en fait un esprit qui était clair, je leur expliquais dès le départ que eux, comme moi, étions des experts de l'attention. C'est-à-dire que l'enseignant, il est expert de l'attention vivante d'une classe. Il a la connaissance de ce que c'est que l'attention d'une classe la veille des vacances quand il neige. Moi, je n'ai pas cette expertise-là. Moi, j'ai une autre expertise sur l'attention. Et en fait, c'est la rencontre de ces deux expertises, en fait, un dialogue entre professionnels qui a permis la conception d'Atoll. Un truc intéressant, parce que je vous parle d'attention... En fait, il y a deux niveaux de langage. Soit il y a un niveau de langage neurosciences cognitives où on utilise des mots précis qui désignent des choses précises. Et puis, il y a le langage courant qu'on utilise quand on discute avec des enseignants, etc., où l'attention va en fait désigner plein de choses. Je leur avais demandé à un moment, c'était 80 directeurs d'établissement, je leur ai demandé ce qu'ils attendraient d'un programme d'éducation de l'attention. Et quand ils m'ont donné les réponses, vous voyez, il y avait des choses comme ça, là. La réactivité aux appels à l'attention. Ils veulent que les élèves soient plus réactifs. La qualité de l'écoute pendant une explication, une lecture. La capacité à rester sur sa tâche pendant le travail autonome. Le soin apporté au travail, etc., etc. La qualité de l'ambiance. Et en fait, on se rend compte qu'à travers ça, quand ils parlent d'attention, en fait, c'est quasiment toutes les fonctions exécutives qui sont impliquées. C'est le contrôle de soi, c'est la planification, la capacité à organiser son activité mentale dans le temps, l'inhibition motrice. En fait, il y a énormément de choses, mais c'est vraiment le système exécutif. Donc, il faut voir dans un programme d'éducation à l'attention, en fait, l'attention vraiment au sens large de ce côté-là, quoi. C'est pour ça que je dis contrôle sur sa vie mentale. Atoll n'est pas arrivé dans le vide. Il y a évidemment plein de choses qui avaient été tentées avant, et certaines de façon très, très utile, très productive, très, bien. Mais avec toujours un petit peu des limites. Il y a des choses complètement farfelues aussi.
Mais en termes de... Vous avez ce papier là, d'Adèle Diamond et Daphne Ling qui était sorti en 2016, qui faisait un petit peu la revue de tout ce qui marchait ou marchait pas pour en fait éduquer, améliorer les fonctions exécutives. En gros, il y a des grandes familles, vous avez tout ce qui est brain training, le fait de faire tout le temps la même activité, ou vous faites par exemple du travail de mémoire enfin, de la mémoire de travail verbal, encore et encore. En espérant que ça se transfère après dans la vie quotidienne. Vous pouvez faire du sport, du théâtre, enfin il y a plein de choses, quoi. La méditation, neurofeedback et tout. En fait, ce qui m'avait frappé dans toutes ces approches-là, c'est que elles prenaient pas tellement, enfin elles partaient pas tellement des questions les plus simples. Et elles pouvaient avoir certaines limites. Donc c'est pour ça qu'on s'est engagé dans le truc, parce que vu le boulot que ça demandait, s'il y avait quelque chose qui avait bien marché, on l'aurait pris direct. Mais par exemple, prenez un truc qui a bien fonctionné, qui s'appelle Tools of the Mind, qui est un programme justement qui avait été testé par Adele Diamond avec, je crois, un joli papier dans Science qui montrait un réel effet sur les capacités d'attention. La limite, par exemple, de celui-là, c'était que quand vous alliez sur la page du programme, donc c'est un programme où, par exemple, vous demandez aux enfants de verbaliser ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que je vais faire, comment, les actions que je vais mener et tout. Donc des très bonnes idées. La première chose qu'on vous demande, c'est si vous avez moyen de payer quelqu'un à plein temps pour être dans la classe, tout le temps, pour en fait mener le programme, en plus de l'enseignant. Alors si vous répondez non, rapprochez-vous de structures municipales, etc. Vous allez peut-être trouver des financements pour. Donc c'est complètement inenvisageable et inapplicable en France, malheureusement. Donc il fallait une densité, en fait, une porosité entre le programme et la vie de classe qui était pas envisageable, et notamment en termes de soutien. Neurofeedback, est-ce que vous allez équiper tous les enfants d'un pays de petits systèmes d'EEG pour avoir en permanence une sorte de monitoring de leur activité cérébrale? Ça ne va pas fonctionner non plus. Méditation, c'est bien dans certains cas, mais la focalisation sur la respiration, est-ce que c'est vraiment la bonne cible attentionnelle quand vous êtes en train de faire un problème de maths? Donc il y avait plein de questions qu'on se posait comme ça. Et finalement, pourquoi ne pas revenir à des questions simples de ce type-là? C'est en gros, par exemple, et c'est un petit peu ce que je vais détailler après, parce que je vais vous dire des choses qui sont d'une simplicité effarante. C'est est-ce que la première question à se poser quand quand on attend d'un élève qui soit attentif, c'est de savoir s'il sait à quoi il doit être attentif. Enfin, c'est tout bête, mais si vous ne savez pas à quoi être attentif, vous ne savez pas ce que c'est qu'une cible attentionnelle, il y a moins de chances que vous posiez votre attention au bon endroit. Est-ce que vous savez ce que c'est que de se concentrer? C'est-à-dire qu'un enfant qui demande, vous me dites de me concentrer, sur mon bulletin scolaire, il y a marqué, est-ce que tu sais, ne se concentre pas assez? Mais est-ce qu'à un moment dans sa vie, on lui a expliqué ce que ça veut dire concrètement que de se concentrer? En fait, ce qui est intéressant avec l'apprentissage de l'attention, c'est que c'est un apprentissage qui en fait se fait un peu par mimétisme et par essai-erreur. C'est-à-dire comment est-ce qu'un enfant apprend à être attentif? Comme il n'y a pas un manuel, quand on est et c'est pas marqué, il n'y a pas marqué pour être attentif, il faut faire ça. On va voir des gens qui sont attentifs et un peu comme l'apprentissage du langage où en fait on imite, là vous allez imiter des gens qui sont attentifs. Mais comme vous essayez d'imiter un état d'esprit que vous ne pouvez pas observer, ce que vous allez imiter, c'est les signes. Donc en fait, les enfants, ils vont être sages, immobiles, ils vont avoir l'impression que c'est ça, être attentif. Ou alors que c'est crisper les sourcils et tout. Et il manque à un moment, il faut passer par une explicitation métacognitive parce que ça ne se voit pas directement ce que fait la personne pour être attentive ou concentrée. Désolé pour l'utilisation des deux termes interchangeables. Ou par essai-erreur, parce que quand on n'est pas attentif, on fait des bêtises et qu'on réalise que quand on change quelque chose dans son état, on fait moins d'erreurs. Ah, ok, donc là je me concentre mieux. Mais c'est quand même a priori utile d'expliquer concrètement et de façon explicite ce qu'il faut faire pour se concentrer. Il y a plus de chances pour que l'enfant y arrive. Et puis d'autres choses, c'est qu'en fait la plupart des enfants, ils ne savent pas du tout pourquoi ils sont distraits. Ils ne savent même pas à quoi ça correspond la distraction. Ils ont l'impression, ils le savent quand on leur fait des reproches, mais sinon, dans la plupart du temps, ils n'ont pas une sorte d'attention métacognitive pour savoir s'ils sont distraits ou non. Donc juste, on s'est dit, partons déjà de ces questions-là, et puis on va voir où on peut aller. Justement, en fait, je vais passer avec vous en fait quelques petits points pour vous montrer comment on peut partir d'un point très simple, complètement surétabli dans la recherche en psychologie cognitive ou neurosciences cognitives sur l'attention, et puis quand même tirer le fil et arriver à des choses un peu intéressantes. Par exemple, je pense que la chose la plus établie sur l'attention, c'est qu'elle est sélective. L'attention est sélective. C'est presque par définition. On parle d'attention sélective d'ailleurs, ce qui est un peu étonnant. On dit oui, il y a l'attention divisée. Oui, mais elle est divisée, mais elle est aussi sélective, c'est-à-dire qu'elle n'est pas partout. J'ai un peu de mal avec les termes. Oui, mais il y a l'attention sélective et l'attention soutenue. Oui, mais elle est soutenue sur quelque chose, donc elle est soutenue et sélective. Bon, bref.
M'amenez pas là-dessus. Donc l'attention est sélective, donc c'est-à-dire que quand elle se pose quelque part, reste à définir ce que c'est que quelque part, bah, elle n'est pas ailleurs. Ok. Et ce qu'on sait aussi, c'est que quand l'attention se pose quelque part, sur une cible, et ben, en général, les performances comportementales, si c'est la bonne cible, elles sont améliorées. Ça, c'est l'image du test de Posner, ça doit dater des années fin années 60, 70, je ne sais plus quand il a fait ça, j'ai plus la date en tête, mais c'est très vieux. C'est presque la définition de l'attention, c'est qu'il y a un machin qu'on peut faire quand on est face à deux boîtes, on fait quelque chose dans sa tête qui fait qu'il y a certains événements qu'on va mieux détecter que les autres, plus rapidement, quand ils sont du côté où on a fait ce quelque chose un peu particulier qui s'appelle faire attention. Ce qu'on a déplacé, c'est l'attention. Donc ça définit presque l'attention. Donc dire que l'attention, que faire attention à la bonne cible, ça va permettre d'améliorer, d'être un peu meilleur dans ce qu'on fait, bah c'est complètement, c'est un truisme. Donc à partir de là, on peut se dire, ok, comment s'assurer avec un élève que son attention est au bon endroit? Et qu'est-ce que c'est que le bon endroit? Parce que déjà, quand je dis endroit, je sous-entends un endroit dans l'espace. En fait, ce qui est intéressant avec l'attention, c'est qu'elle peut se poser sur des trucs beaucoup plus vastes que simplement des endroits dans l'espace. Elle peut se poser sur des objets, ça on le sait. Elle peut aussi se poser sur des propriétés de type couleur, mouvement, dans le sens où on peut faire quelque chose dans sa tête pour se rendre particulièrement sensible à la présence de la couleur bleue, la présence d'un mouvement, etc. En fait, être attentif à, c'est faire quelque chose dans sa tête pour se rendre plus sensible à une certaine propriété, une certaine chose. Et c'est là où ça devient intéressant parce que du coup, le concept de cible, il va correspondre à quoi? Il va correspondre en fait à l'activité de certaines populations neuronales qui sont un peu occupées dans la vie par cette chose-là. Et ça va devenir, ça veut dire qu'il faut faire tout un travail, y compris pour l'enseignant, pour comprendre ce que peut être une cible de l'attention. Exemple, à quoi vous faites attention quand vous relisez un paragraphe pour savoir s'il y a une logique, il y a une certaine cohérence dans l'enchaînement des arguments. En fait, vous ne faites pas vraiment attention au texte lui-même. Certes, vous avez une attention visuelle sur le texte, mais ce n'est pas à ça que vous vous rendez particulièrement sensible. Vous vous rendez sensible à une propriété émergente que votre cerveau est capable d'extraire quasiment automatiquement quand on est à un certain niveau de langage, à partir du texte. Et en fait, votre attention, elle se porte sur ce qui émerge de tous ces calculs-là. Donc ça ouvre en fait un champ à cette idée de cible attentionnelle qui est beaucoup plus riche que simplement fais attention à ton livre ou fais attention à l'image, etc. Et ça permet également d'envisager que l'apprentissage de n'importe quelle discipline, ce soit aussi l'apprentissage d'une certaine capacité à faire attention à des choses de plus en plus abstraites, des propriétés de plus en plus abstraites, qui permettent, une fois que l'attention est bien passée, de pouvoir dire « Ah ok, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut corriger ceci. » Prenez quelqu'un qui compose un tableau ou une photo et qui a l'habitude, qui a l'œil de l'expert. En fait, son attention, elle se pose sur quelque chose qui émerge de l'ensemble et qui est la qualité de la composition de l'œuvre, par exemple. Ce dont un novice est incapable. Vous pouvez faire attention à la présence de nombres premiers dans une liste. D'accord ? Donc, c'est important d'avoir ça en considération parce que quand il va s'agir d'aider un élève à viser la bonne cible attentionnelle et prendre conscience de ce qu'il doit viser avec son attention, en fait, ça va complètement dépendre en fonction de son niveau. C'est-à-dire qu'un tout petit enfant, je sais pas, à 6 ans, 7 ans, on va lui dire de vérifier que dans un texte qu'il a écrit, une dictée, ou qu'il a recopié, il y a toujours une majuscule après le point. Donc son attention, elle va se porter sur les points. Ça, c'est facile, c'est une cible hyper concrète. Et ensuite, une fois qu'il y a une cible, qu'il y a un point qui a été trouvé, l'attention, elle se pose sur la lettre d'après. Est-ce que c'est une majuscule? Est-ce que c'est une minuscule? D'accord? Donc, voilà, c'est important en fait que les élèves soient capables en fait d'avoir une compréhension de ce qu'est une cible et également les enseignants, parce que les cibles peuvent être aussi internes. On peut faire attention à une image mentale. Par exemple, pour décrire dans une rédaction ce qu'on a fait le week-end dernier. On va en fait céder des images qui ressurgissent à partir de cet acte de plonger dans la mémoire épisodique. Donc voilà, donc il y a tout un travail sur la cible et ça occupe quand même pas mal de temps dans Atoll pour essayer de voir, en fait l'idée étant idéalement d'arriver à rendre l'élève autonome sur son choix de cible. Pour surtout éviter un écueil qui est qu'il cherche à viser une cible qu'il ne peut pas viser, qui n'est pas à son niveau, ou qu'il cherche à viser 2 cibles en même temps. Parce que sélectivité de l'attention, et donc là il va se paumer.
Ce qui ne veut pas dire que la cible ne peut pas être étendue. Mais ça reste une seule cible. OK. OK. Deuxième point, qui est hyper bien connu. Je vais vous montrer une petite exemple qu'on a fait au labo qui est tellement trivial que j'ai presque honte de le montrer, mais enfin en termes de message, c'est que la plupart du temps, être attentif n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas d'être attentif. Quand on parle d'attentif, être attentif comme ça, en fait, on parle généralement d'attention sensorielle, même si ça peut s'étendre aux aspects donc internes, image mentale, etc. Bon, ok. Mais en fait, cette attention-là, elle doit se coupler également à un process qu'on applique à ce qui est perçu, ce qui est traité. C'est l'idée en fait d'attention exécutive finalement, où l'attention exécutive, c'est pas la sélection d'un stimulus, mais c'est la sélection d'un processus qu'on applique à ce stimulus, d'accord, type test de Stroop et compagnie. Okay. Alors voilà ce qu'on avait fait au labo. Donc ça, c'est des données, c'est des enregistrements intracrâniens sur lesquels je pourrais revenir, mais c'est du signal électrophysiologique qui est mesuré dans l'aire de Broca, en gros, qui en l'occurrence sert à la mémoire de travail verbal, dans une tâche qui consiste simplement, pour une personne face à un écran avec des lettres qui apparaissent les unes après les autres, dans un cas, quand la lettre est précédée d'un rond rouge, à ne rien faire, juste placer son attention sur la lettre, juste la regarder. Et tout d'un coup, la consigne change. Point vert, ça veut dire qu'il faut mémoriser la lettre pour après pouvoir la redire. Eh bien, si vous enregistrez l'aire de Broca, donc dans le gyrus frontal inférieur, vous avez une activité qui en fait est complètement plate au début. Dans les aires sensorielles, vous auriez une voix-réponse, aire visuelle. Mais là, complètement plate, tout d'un coup, la personne s'engage, c'est-à-dire qu'en plus de faire attention à la lettre, elle applique un processus bien particulier, qui est en fait simplement de se répéter la lettre avec sa petite voix, en fait de la stocker en mémoire de travail verbal, dans sa boucle phonologique. Et là, vous avez une augmentation. Vous voyez, en fait, on voit la charge en mémoire de cette structure. Donc on voit bien en fait la différence entre être attentif et faire quelque chose de particulier avec sa cible attentionnelle. Et en fait, souvent en classe, ce qui se passe, c'est qu'on demande justement aux élèves de ne pas juste être attentifs. Si vous êtes juste attentif, vous n'enclenchez que les processus réflexes automatiques. Par exemple, en ce moment, s'il y en a qui posent à peu près leur attention sur ce que je dis, peuvent simplement par des automatismes de langage saisir un ou deux mots et reconstruire vaguement l'essentiel de ce que j'ai à dire. Mais pour des tâches vraiment qui impliquent de la compréhension, il faut faire un peu plus. Donc ça s'apprend aux élèves. Ce que c'est que ce un peu plus, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc c'est ce que je viens de dire, ok. Alors c'est très bien modélisé. Vous avez des exemples qui montrent des tâches toutes bêtes comme celle-là, où vous avez un écran, puis il y a un truc qui apparaît à l'écran. Si c'est un rond, il faut cliquer avec une souris. Si c'est un triangle, il ne faut pas cliquer. Et bien dans ce cas-là, on peut très bien vraiment séparer les régions qui sont impliquées purement dans la dimension attentionnelle, c'est-à-dire privilégier, augmenter la sensibilité au caractère forme de ce qui apparaît à l'écran. Donc ce qui est déjà hyper sélectif parce que ce n'est pas l'environnement sonore, c'est déjà l'environnement visuel, mais c'est l'environnement visuel au centre de l'écran. Et parmi tout ce qui se présente au centre de l'écran, en plus, c'est juste la notion de forme. C'est vraiment l'information de forme, ce n'est pas la couleur. Ok. Donc ça, c'est le triangle que vous voyez gris. Donc vous avez ces zones qui vont un peu se préchauffer. En même temps, il faut faire quelque chose. Là, vous avez la composante de qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là, avec une préchauffe, préactivation des régions motrices impliquées, pas dans n'importe quel mouvement, mais spécifiquement dans l'appui de l'index, etc. Okay. Et la mise en relation, elle est faite par une troisième composante qui est dans le cortex frontal latéral, qui est une composante d'intention. En fait, c'est le maintien en mémoire de la consigne. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, le terme, c'est task set dans cette littérature-là. Vous avez donc, là, en fait, si vous voyez quelqu'un de l'extérieur avec une bonne activation dans ces trois régions bien mises en réseau, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez quelqu'un qui, pendant des heures, répond juste. Rond, j'appuie. Triangle, je n'appuie pas. Aucune erreur. Et donc, de l'extérieur, un observateur dirait cette personne est parfaitement concentrée. En fait, elle a simplement associé la bonne attention, c'est-à-dire vraiment privilégier la bonne perception, ce qu'il faut percevoir en priorité, c'est-à-dire la forme, cette dimension d'action, ce couplage perception-action, au niveau bien précis de ce geste-là, et cette dimension d'intention. Donc ce couplage, en fait, perception, intention, action, il va être central dans l'atoll. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire se concentrer, c'est ça. Il y a des modes d'emploi pour se concentrer. On prend une tâche, se concentrer, ça veut dire se rendre sensible, favoriser, privilégier la bonne perception, ce qu'il faut vraiment percevoir,
avec la bonne intention et la bonne manière d'agir. Alors on va parler de PIM dans Atoll, perception, intention, manière d'agir. Okay. Donc ça va être un truc hyper récurrent. Sur des tâches simples où l'intention peut être bien définie. Mais en fait, c'est suffisant, par exemple, pour... les manières d'agir, ce qui est intéressant, c'est que là, je vous parle d'une manière d'agir assez triviale, mais ça peut être une manière d'agir dite mentale, en fait, où on fait quelque chose dans sa tête. Par exemple, associer des images à ce qu'on entend. Dans ce cas-là, votre attention elle est sur un élément verbal, enfin auditif, et vous vous appliquez à bien convertir, faire une conversion en fait du verbal vers de l'image, par exemple pour comprendre une description de mathématiques. Vous avez un énoncé de mathématiques, un triangle est coupé par etc. Et en fait, vous pouvez décrire ce qu'il faut faire à l'élève, ce qu'il doit faire concrètement, c'est-à-dire de stabiliser son attention sur l'énoncé et de faire ce petit geste particulier de construire ces petites représentations visuelles dans l'intention de se faire une image ou un petit scénario qui pourrait après réexpliquer à quelqu'un d'autre. Donc vous voyez là en fait, on spécifie l'action à réaliser, l'action mentale à réaliser dans ce cas-là. Et en fait, ça met l'élève dans de bien meilleures conditions pour comprendre plutôt qu'une attention passive. Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais par exemple, vous appliquez ça à ça. Vous prenez 2 élèves. Ok, donc je vous lis, voilà, un homme possède 14 chameaux, ils meurent tous sauf 3, combien lui en reste-t-il? L'élève qui lit simplement attentivement l'énoncé, il est probable que le processus de réflexe, de traitement réflexe de cette information reste à un niveau purement verbal. Donc c'est-à-dire qu'il va avoir 14 sauf 3. 14 sauf 3, ça va évoquer 14 moins 3, donc ça va faire 11. Donc vous avez la moitié des élèves qui vont dire 11. Un élève à qui vous orientez en fait, vous suggérez de se concentrer d'une façon où les mots sont transformés en images, donc avec un PIM bien particulier. Donc un homme, ok, bon, on imagine un homme, on s'en fiche d'à quoi il ressemble, possède 14 chameaux. Alors on voit 14 chameaux, on n'en voit pas 14 évidemment, on voit des sortes de silhouettes de chameaux. Ils meurent tous sauf 3, ok, bon, poum. Combien lui reste-t-il? 3, c'est évident. Puisque vous voyez l'image, vous voyez qu'il en est tombé, il n'en reste plus que quelques-uns, 3. Donc vous voyez comment, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement remplacé le processus réflexe automatique, le plus automatique qui s'applique au langage, pour le remplacer par un autre, avec un très léger contrôle, qui demande assez peu d'efforts. Donc l'élève se concentre d'une façon différente du premier, le deuxième, et ça donne un résultat complètement différent, avec facilité. C'est-à-dire que ça ne lui demande pas plus d'efforts, pas beaucoup plus d'efforts, mais finalement, se concentrer comme ça rend les choses plus faciles. Et ça, c'est vraiment un langage, enfin, comment dire, un message qu'on a de façon constante dans Atoll, c'est que le but n'est pas de leur apprendre à froncer les sourcils, le but, c'est de leur apprendre à trouver de la facilité dans ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'en fait, apprendre à se concentrer, c'est apprendre à se rendre les choses plus faciles. Ok. Troisième exemple de choses, mais archi connues en sciences cognitives, c'est que quand vous essayez de vous concentrer sur 2 choses à la fois, ça ne marche pas. Surtout si vous essayez de le faire exactement en même temps. Donc là, on a fait genre étude où on avait montré, vous avez une tâche d'attention et en même temps, les gens, une tâche d'attention, genre répondent à des petits stimuli à l'écran, et en même temps, on leur demandait de donner des noms de villes qui commençaient par une certaine lettre, etc. L'horreur, les performances, c'est la catastrophe, etc. Et on avait montré que l'insula dorsale antérieure, qui est une partie de l'insula qui est impliquée, qui fait partie de ce réseau du contrôle cognitif, en fait, elle sature complètement. Elle fait n'importe quoi parce qu'elle devrait participer aux 2 tâches et elle ne peut pas. Donc il y a des vrais goulots d'étranglement. Du coup, on va essayer de proposer aux élèves, enfin on va essayer de les amener à être le plus souvent possible dans une situation où ils ont une seule intention claire. Pas 2, pas 3, pas 4. Donc être au clair sur leur intention. Okay. Et en ceci... Voilà, donc en fait, search and destroy, vraiment, on va retrouver et essayer d'éliminer toute interférence possible entre des intentions contradictoires. D'ailleurs, au passage, l'enseignant qui mène Atoll va assez naturellement s'imprégner de ça et éviter de mettre les élèves en double tâche, du genre distribuer des copies, enfin un énoncé, et puis en même temps dire autre chose, parce que du coup, l'attention est divisée et compagnie. En fait, là encore, on réinvente complètement on réinvente la roue, ou l'eau chaude, ou la machine à courber les bananes, comme vous voulez. Mais vous prenez John Duncan, qui est un des grands spécialistes du système exécutif, cortex préfrontal, etc. En fait, il ne dit pas autre chose. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que, je traduis ou je paraphrase,
Prenez n'importe quel comportement élaboré, que ce soit voilà, quand vous devez préparer votre repas ou simplement résoudre un problème, ou simplement, entre guillemets, résoudre un problème de logique formelle. En fait, vous allez procéder par étapes. Vous allez procéder par but et sous-but. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses d'un coup. On fait les choses petit à petit. Tout le monde fait ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et il dit même un peu plus loin, je crois, où je suis là-dedans. En fait, c'est un des éléments constitutifs de l'intelligence humaine. C'est d'apprendre à agir de façon structurée, étape par étape simple par étape simple. Est-ce que les enfants l'apprennent frontalement à l'école? Alors, ils l'apprennent dans le sens où, dès que vous avez une tâche complexe, qu'on les fait réfléchir à un énoncé de mathématiques, soit vous faire une rédaction, etc., en fait, ça demande cette compétence-là. Mais est-ce qu'à un moment, on prend plein de tâches, toutes bêtes, et on essaie juste de les découper? Et de travailler beaucoup sur le grain, parce que le grain est essentiel. À quel niveau le grain, ça ne doit pas être d'ouvrir sa trousse pour sortir un stylo. Ça, c'est pas possible. Il ne faut pas un grain trop fin, mais il ne faut pas un grain trop gros aussi. Le bon grain, c'est l'élève sait faire, c'est bon. À partir du moment où il voit ce qu'il doit faire, il peut se lancer, il n'y aura aucune hésitation. Donc tout ce travail de découpage, en fait, il va être utile pour ramener à chaque fois toutes ces tâches complexes à des situations où le cerveau de l'élève est en situation de faire assez rapidement le tri entre ce qui est important et pas important. Ça, je vois bien par rapport à une intention claire. Ça important, ça pas important. Donc ça va le mettre dans les meilleures conditions possibles pour se concentrer. Alors les petits bonshommes que vous voyez, par exemple, c'est pour vous donner un exemple de l'implémentation dans Atoll. En fait, tout simplement, on va jouer sur les postures, jeu de posture. Donc l'enfant, il va jouer, il va être soit maximois, le mage bleu là, c'est celui qui fait rien, il réfléchit, il découpe. Et il ne se lance dans la tâche que quand et là il devient minimois, que quand il sait exactement ce qu'il doit faire. Et là, il se lance, il fait son truc, il revient. En fait, il y a un jeu, voilà, on alterne entre maximois et minimois. Et les enseignants, par exemple, peuvent mettre à disposition des élèves une petite carte avec maximois d'un côté et minimois de l'autre, de façon à ce qu'ils voient, n'importe quel élève qui a la petite carte verte minimois, il doit être capable de dire exactement ce qu'il cherche à faire. Alors évidemment, je vous dis ça comme si, en fait, dès les premières semaines de CP, on y arrivait. C'est un processus progressif, quoi. On essaie d'y arriver. Mais l'idée, là je le dis maintenant, mais je leur dirai parce que sinon je vais l'oublier, l'idée c'est vraiment, en gros, on va mener Atoll, je ne sais pas, une demi-heure par semaine, pour l'école primaire, pour les petits. Mais après, l'idée, c'est de faire feu de tout bois. C'est-à-dire de constamment, dans la classe, aller chercher des moyens où il y a quelque chose qui pourrait se prêter à l'utilisation de tel outil, etc. Pour qu'à la fin, ça devienne en fait leur seconde nature, quoi. Mais c'est vraiment par la répétition dans différents contextes qu'on va y arriver. C'est tout le problème du transfert. Dernier point, ok. Ouais, il faut quand même que j'accélère un peu sur la fin. Il me reste combien de temps? Un quart, 10 minutes? 20 minutes? Non, 5 minutes? Non, 10 minutes. Ah, 10 minutes? Ok, ouais. Bon, vous allez peut-être avoir... Ok, mon débit vocal va peut-être accélérer un petit peu. Par exemple, cette idée, c'est pareil, c'est hyper bien établi, que l'attention, en gros, elle se dirige selon plusieurs systèmes. Donc soit l'intention que vous avez à long terme, qu'est-ce que je cherche à faire vraiment, c'est plus l'attention volontaire. On sait qu'elle se dirige en fonction de la science physique des éléments. S'il y a un coup, il y a une sonnerie ou un clown qui débarque, bon. Tout ce qui est lié au circuit de la récompense, tout ce qui peut procurer une gratification immédiate, un truc rigolo, ça attire l'attention. Et puis également en fonction d'habitudes. Il y a des habitudes attentionnelles, il ne faut pas l'oublier parce que ça montre que l'attention, ça s'entraîne. Bon, bah ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on peut prendre ça et matérialiser ça, enfin rendre concret à l'élève ça sous forme de force. Force, alors je passerai rapidement là-dessus. Ça justifie le terme de force dans la littérature sur toute la motivation, etc. Quand vous voyez un système qui agit sur le comportement, on va parler de force. C'est pratique, pourquoi? Parce qu'en fait, une force... Enfin, le système attentionnel est tel que vous avez un réel couplage entre l'attention et le corps. Alors, ça se voit de façon complètement évidente au niveau des yeux, saccade oculaire. Donc, vous savez que les systèmes oculomoteurs et attentionnels sont complètement couplés, de façon à ce qu'il y ait rapidement une réaction d'orientation, prise d'information et tout. Mais plus généralement, en fait, même d'utilisation lors de l'interaction avec l'objet auquel on fait attention, etc. Je vois la tasse, du coup je la prends, etc. Donc il y a vraiment, à travers ces forces qui jouent sur l'attention, il y a toujours une mise en action du corps. Et ça, on va beaucoup jouer là-dessus pour apprendre aux élèves, dans certains cadres bien définis, quand la cible est bien définie, à jouer sur « je me déséquilibre, je me rééquilibre ». Je perds l'équilibre, je me rééquilibre. On va parler de sens de l'équilibre attentionnel, qui en fait
consiste à remarquer de plus en plus tôt les premiers signes que l'attention part pour tout de suite les ramener, avec au départ énormément d'échecs. On passe son temps à tomber, on passe son temps à rater, à se laisser distraire, et au bout d'un moment, de moins en moins, à condition que la cible soit bien définie. Ok, donc on va utiliser l'image de la poutre, etc. C'est ce que j'ai dit. Donc en fait, vous voyez, finalement, si on veut les ramener à Atoll à des questions simples, ce serait déjà à quoi je dois être attentif, c'est quoi ma cible, comment je fais pour que mon attention, une fois qu'elle vise la bonne cible, qu'elle reste stable, qu'est-ce que je dois associer, qu'est-ce que je dois faire en plus pour vraiment me concentrer, c'est-à-dire comment je suis actif par rapport à ma cible, comment je fais pour avoir une seule intention claire à chaque instant. Ok. C'est vraiment les grands messages d'un programme comme Atoll. Après, comment ça se décline? Donc j'arrive tranquillement à la fin. Vous voyez que c'est vraiment des trucs de bon sens finalement. Il n'y a rien de particulièrement créatif ou quoi. C'est vraiment, c'est un peu des trucs élémentaires sur l'attention, quoi. Mais qui en fait ne sont jamais expliqués. Donc après, comment ça s'implémente? Donc ça, je vous donne les infos. En fait, c'est des fiches avec des activités. Par exemple, la première activité, c'est vous avez l'enseignant qui demande aux élèves tiens, toi, raconte-moi ce que tu as fait ce week-end. Et puis pendant ce temps-là, l'enseignant fait n'importe quoi, regarde dans son sac. Puis à la fin, il dit est-ce que quelque chose vous a choqué? Oui, madame, vous n'avez pas écouté. Comment vous savez que je n'ai pas écouté? J'étais pas attentif. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être attentif, etc. Donc en fait, déjà, c'est pour montrer que l'attention permet déjà de donner de l'importance à quelqu'un, que ne pas être attentif à quelqu'un, c'est un peu l'ignorer. Donc vous voyez, tout de suite, on présente le sujet. Et c'est des petites choses, des petites activités interactives, comme ça. Parfois, c'est du débat. Parfois, c'est, allez, vous, 5 élèves, vous allez vous mettre ensemble, voilà la tâche complexe. Ensemble, vous allez jouer le rôle de Maximois pour découper en petites missions, etc. On va appliquer des pimes, on va prendre un verre d'eau, on le remplit à ras-bord. Comment le déplacer sans renverser? Il faut être concentré sur quoi? Qu'est-ce que je dois percevoir? C'est quoi mon intention, ma manière d'agir, etc. Ok, ça, voilà, c'est tout, hein, c'est la même chose. Maintenant, en termes de nombre, alors ce qui est intéressant, c'est que ce truc est de... Alors attention, dès que vous créez un machin, soit ça plante, c'est-à-dire que ça intéresse personne, auquel cas c'est pas bien, soit ça marche, c'est-à-dire que ça intéresse des gens, et là ça devient un monstre, et c'est pas bien non plus, parce que ça devient ingérable. C'est un peu le problème auquel on est confronté, c'est-à-dire que quand les gens ont commencé à savoir qu'il y avait une possibilité de début de solution face à leurs problèmes avec l'attention des élèves, donc les gens se sont emballés de ça, et en termes d'enseignants, on est passé, c'est un programme qui a à peu près 10 ans, donc c'était tout petit au début, maintenant on en est à 50 000 téléchargements, alors évidemment ils ne l'utilisent pas tous, mais c'est un truc qui a rapidement grossi, donc c'est évidemment complètement gérable, surtout que c'est à coût nul. Donc il se pose des tas de questions intéressantes du style, alors il y a une question qui s'est posée que j'avais eue, c'est comment vous diffusez un programme comme ça sans l'avoir validé scientifiquement? Alors, très bonne question. Ma réponse, ça a été il est valide scientifiquement, dans le sens où tout ce qui est expliqué est vrai scientifiquement. Donc, du coup, à la limite, c'est comme si vous faites vous faites une demi-journée ou 2 jours banalisés sur l'alimentation et vous expliquez que, faut pyramide, pas trop de gras, etc. C'est vrai, c'est validé par la science. Donc, en fait, il n'y a pas de problème à valider, à le dire. C'est des bonnes choses à dire. Maintenant, est-ce que le programme a un impact? Ok, deuxième question. Là, heureusement, il y a des gens très gentils, comme Édouard, ici présent, qui, en catimini, pendant qu'on était en train de déployer, en fait, a mené ce type d'études de façon indépendante. Donc, il y a eu ça. Nous, après, on s'est quand même intéressé au truc. En termes d'évaluation, on a fait une première évaluation avec des 6e, où en fait, on aura fait un test sur tablette. Donc, vous voyez, combien ils étaient à peu près 500, je crois. C'était 250 élèves qui suivaient Atoll, 250 qui faisaient business as usual dans la classe. Puis à la fin, au début et à la fin, on leur avait fait un test d'attention sur tablette que j'avais développé. Et puis on montrait un petit effet, comme quoi ceux qui avaient fait Atoll, ils progressaient en termes de stabilité attentionnelle et les autres non. Bon, déjà l'effet il n'est pas dément. Et puis surtout, en fait, il y a un énorme problème avec ça, c'est que moi j'ai considéré, c'est pour ça que j'ai pas vraiment publié ça, ça m'intéressait pas de le publier. Parce que vous mettez les élèves sur tablette. Mais en fait, un enseignant, il s'en fiche de savoir si ses élèves ils sont attentifs sur tablette. Et, il y en a plein qui ne sont pas du tout attentifs en classe. Et puis, alors, vous leur mettez une tablette, ils sont comme des dingues. En fait, c'est une mesure complètement artificielle du niveau d'attention des élèves. En plus de ça, il y a un gros problème avec ce test, c'est que, comme tout test expérimental qui mesure l'attention, généralement, il y a une consigne hyper précise.
Prenez que ce soit ça ou barrage des cloches, vous savez, vous barrez machin. En fait, la consigne, elle est hyper précise. Donc, d'emblée, vous faites la moitié du travail. Vous mettez les élèves dans les meilleures conditions possibles pour se concentrer. Alors que dans la vraie vie, il n'y a pas quelqu'un qui leur dit « tu dois faire attention exactement à ça, ton attention, ça doit être ça, et voilà comment tu dois réagir ». Enfin, il ne lui explique pas son PIM. Donc, en fait, c'est extrêmement difficile d'évaluer l'attention des élèves. Parce que dès que vous évaluez, déjà, les élèves ne sont plus dans le même état, parce que « ah, c'est le test ». Ok. Il faut arriver à évaluer l'attention de la façon la plus discrète, en retrait possible. Donc, le travail de l'équipe d'Edouard était super parce que... Alors là, c'était des tâches, on était plutôt sur une tâche pour repasser des figures qui demandent du soin, etc. Après, vous avez doublé l'étude par un questionnaire métacognitif sur les stratégies, etc. Donc le résultat pour nous, on l'a vécu comme une petite pépite d'or qui arrivait, qui était de montrer que l'effet n'était pas dément, mais il y avait quand même un effet sur l'attention des élèves. Avec des enseignants qui étaient quand même bien motivés, qui avaient suivi, que vous aviez formé, qui avaient fait les 5 premières séquences d'Atoll sur 10. Il faut savoir que les 5 premières, elles sont plus sur le savoir-faire, sur le savoir métacognitif, et les 5 dernières, vraiment sur les outils. Donc, j'étais déjà très surpris que ça donne un effet. Nous, en fait, on a mené un programme essentiellement sur des élèves de 6e avec des secondes et des CE2. Vous voyez, à peu près 1000 élèves, si je ne me gourre pas. Alors là, ils ont fait tout Atoll. Et en fait, c'est pareil, on s'est vraiment cassé les neurones pour essayer de trouver des tâches qui étaient un peu écologiques. Là, je vous montre 2 exemples. C'était une tâche de réactivité aux appels à l'attention. C'est-à-dire qu'en gros, je dis, regardez-moi, j'attends 2 secondes ou 1 seconde, je montre une date, je la cache, j'ai chronométré le temps, et vous, sur une feuille de papier, vous devez recopier la date et la montrer, si c'est la bonne. Donc ça se répète de façon à plusieurs reprises, sans qu'il y ait possibilité d'être prévenu. C'est assez écologique parce que les élèves ne se disent pas « Ah, on fait un test d'attention, je vais être super bon ». Okay. Ça correspond à peu près au type d'appel à l'attention que peut faire un professeur. Et dans ce cas-là, on a vu des petits effets qui se dégageaient, qui ont le bonheur d'être significatifs, mais le groupe Atoll devient plus réactif, un peu plus réactif aux appels à l'attention que le groupe contrôle. Pareil pour l'attention auditive, etc. Plus d'autres tests qui sont plus... on avait un test, je pourrais vous les détailler dans les questions si ça vous intéresse, mais voilà. C'est vraiment pas simple. Cette question de mesurer l'attention d'une façon qui est à la fois pure, c'est-à-dire qui ne dépend pas d'autres capacités, de calcul, de capacité de lecture, etc. Donc, capacité d'attention pure, qui soit en même temps adaptée au type d'attention dont ont besoin les enseignants dans les classes. Et qui, en plus de ça, n'apparaissent pas comme quelque chose de spécial, avec un niveau de motivation différent de l'ordinaire, je vous le dis, c'est compliqué. Et puis, en termes de questionnaire, on voyait des trucs... là, je vous mets évidemment que les résultats qui m'arrangent. Avant, il y en avait, quand c'est énervant, j'ai pas envie de me concentrer, là, un petit peu plus. J'ai même pas envie de détailler ça. Il y a un phénomène qui est assez rigolo, c'est qu'à un moment, on leur demande « Est-ce que vous avez l'impression d'être souvent distrait ?» Et en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal d'élèves il y a plus d'élèves qui disaient qu'ils étaient distraits après Atoll qu'avant. Et en fait, en réfléchissant, on se dit « Est-ce qu'ils sont plus distraits ou est-ce que maintenant, ils s'en rendent compte ?» En fait, c'est plein de pièges, quoi. Un effet sur les profs, mais qui n'est pas dément, mais qui va dans le bon sens, sur le fait qu'ils font moins de bêtises, quoi, sur leur pratique pédagogique. Juste terminer là, pour qu'il y ait du temps pour des questions, pour vous dire effectivement, après, c'est comment on gère ça, quoi. Parce que, les profs s'y retrouvent quand même, c'est-à-dire que validation, pas validation, à un moment, ils disent, si, dans ma classe, ça change vraiment quelque chose, donc moi, je veux ce programme, et j'ai passé, je ne sais pas combien d'heures à le faire, et j'ai envie de le refaire l'an prochain. Donc ça, c'est presque le retour le plus intéressant, parce que si ça leur apportait rien, pourquoi ils feraient l'effort? Ils voient un début de réponse à certains de leurs besoins, mais comment vous faites quand vous avez tout un pays entier, enfin non j'exagère, mais les circonscriptions, des milliers de personnes qui veulent s'y mettre, et que vous êtes en gros un pour gérer ça, et qu'en plus vous n'avez même pas envie de faire de collecte de fonds, vous avez envie que ça coûte rien, c'est pas simple, hein. Donc la question, et ça vraiment je vous le soumets, parce que si vous vous retrouvez dans ce type de situation, comment vous faites ça? Si vous demandez des fonds, je me permets cette dernière petite parenthèse, si vous dépendez de budget extérieur, genre fondation, etc., le grand danger, c'est que le jour où vous n'en avez plus, tout s'arrête, c'est mort, le programme n'existe plus. Donc, faire un truc à coût nul, c'est très bien parce que vous êtes sûr que dans 10 ans, ce sera encore là. Vous devez accepter le problème de la réplication avec perte de qualité. C'est-à-dire que vous n'avez pas de contrôle sur ce qui se fait dans les classes réellement. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut lâcher. Vous n'avez pas un inspecteur
Atoll qui vient dans les classes et qui vérifie qu'il suit bien le programme. Peut-être qu'un jour ce sera le cas, mais des inspecteurs type sciences cognitives, etc., qui ont cette compétence, pour l'instant ce n'est pas le cas, donc il faut un peu lâcher prise. Vous êtes obligé de miser sur l'auto-organisation, assurer un contact qui permet quand même d'avoir, pour les questions brûlantes, des contacts qui peuvent revenir vers vous. Beaucoup miser sur l'auto-formation, c'est-à-dire créer des quantités de MOOC, etc. Et beaucoup utiliser les gens qui vont, au sein des institutions, considérer que ça fait partie de leur mission de travailler sur Atoll. Donc par exemple, nous on travaille beaucoup avec le réseau Canopé. On a des gens qu'on ne paye pas, mais qui considèrent que ça vaut le coup de passer une journée par semaine ou une demi-journée, que ça rentre dans leur mission, et puis leur supérieur leur dit c'est très bien, fais ça. En fait, ça c'est une vraie valeur qui est ajoutée, qui est apportée au programme, mais c'est la seule façon de s'en sortir. Ok, je vais terminer là-dessus pour qu'il y ait des questions, mais en gros, voilà ce que je pouvais à peu près vous dire pendant le temps que j'ai avec moi. Merci.